Bien, bonsoir, monsieur, bonsoir. Celui qui a 90 minutes pour nous convaincre ce soir est un avocat, ancien bâtonnier, homme politique d'ailleurs. Il a été candidat à la présidentielle de 2018, même s'il n'ira pas au bout de cette course. Il nous en dira d'ailleurs plus ce soir. Défenseur acharné des droits de l'homme, il est présenté comme l'une des personnes ou des personnalités les plus influentes du Cameroun. Notre invité, vous l'avez certainement deviné, est Maître Akere Mouna. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. J'ai tout prévu, sauf une question sur votre nœud papillon. Mais je vais commencer par là. Pourquoi cet amour pour le nœud papillon? Pour la même raison que vous avez pour l'amour pour une cravate. Ben, je ne suis pas sûr que c'est pour les mêmes raisons. J'avais, il y a plusieurs années, déjà plus de 12 ans, 14 ans, j'avais ce problème avec les cravates en soie parce que je les salissais très souvent. D'accord. Et parce que c'était long et chaque fois, quand je mange le combo ou le taro, ça salissait ça. Donc j'ai découvert qu'avec de l'eau de papillon, écoute, ça tombe plutôt sur la chimie, ce qui est plutôt facile à nettoyer. Quand vous étiez bâtonnier, on pensait que c'était en code. Non, c'était en fait une stratégie de blanchisserie. D'accord, on vous comprend. Vous êtes sur ce plateau au moment où le Cameroun est traversé par une actualité forte liée à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Depuis quelques jours, on parle d'arrestation, des noms sont cités. Il y a une sorte d'emballement médiatique autour de cette affaire. Les réseaux sociaux, naturellement, s'en abreuvent. On entend tout et rien du tout. Quelle est la lecture que vous, avocat, homme politique, vous faites de cette actualité? Il s'agit du réveil de la justice, du réveil du chef de l'État, du réveil des libertés d'expression dans notre pays, ou une affaire purement politique? Je crois qu'il faut commencer par un fait. Il y a eu mort d'homme, de la façon la plus brutale. Et ça, c'est à déplorer. Et j'étais vraiment choqué. Je l'ai exprimé à travers un tweet que j'ai fait. Donc il y a déjà eu ça. Et notre pays a une stratégie d'opacité constante sur tout. Ça aurait été facile qu'un procureur ou bien quelqu'un qui est aux enquêtes sorte et dit, ben voilà, nous avons arrêté telle personne dans le cadre d'une enquête concernant telle autre chose. Quand il y aura plus d'informations, à vous informer. Pas d'attendre que TV5 nous dise qu'il y a eu tel problème, il y a telle personne, jusqu'à même impliquer un ministre d'État. Et toujours silence. Ça, c'est grave, c'est ma lecture sur ce qui se passe. Dans le fond, si pour ceux qu'on aurait, n'est-ce pas, brutalement assassiné ce journaliste, s'avère c'est quand même grave. Parce que depuis 2018, nous avons un texte qui porte sur la gouvernance et la transparence, qui recommande aux journalistes et aux hommes de presse, dans son article, je crois 49, il demande à ces personnes-là d'animer le débat et de poursuivre le débat chaque fois que, n'est-ce pas, l'utilisation des fonds publics sont concernés. Donc, il était vraiment en train de faire un travail. Et dans son rôle. Oui, justement, autorisé et même encouragé par les textes. Donc, et je pense que, plus que qu'on le pense, je pense que c'est ce qui s'est passé avec ce journaliste, c'est quand même plus ou moins sign of the times, le signe des temps. Le signe des temps. Signe des temps quel temps? La fin de règne? Je ne sais pas si c'est la fin de règne, mais nous vivons des moments d'incertitude, politique, d'incertitude sur la transition, les incertitudes sur le fonctionnement de la Constitution a vraiment encadré une transition. Donc c'est chaque Camerounais doit retenir son souffle.
le problème anglophone coïncide en fait avec ce que je veux faire. Est-ce que ça a précipité? On peut, oui, peut-être, je dirais. Mais dans le sens que je vois une solution et je vois qu'on ne va pas vers cette solution. Et je vois le fait que on accélère notre mouvement vers les élections. Parce que les gens ne se rendent pas compte que dans 9 ans, dans 9 mois, il faudrait bien qu'on fasse appel, qu'on convoque le corps électoral. Ça va très vite. Et on risque de se retrouver dans des distractions, des discussions, dialogue ou pas dialogue, ceci ou pas ça, rencontrer des citoyens, et puis, boum, on convoque le collège électoral, et on va dire que notre constitution dit qu'on ne peut pas avancer ou reculer la date. Et puis on se retrouve face aux élections, rien n'est fait. Et je pense donc que la piste politique demeure celle qui nous permet de résoudre les problèmes que nous avons maintenant. Donc, je me positionne maintenant parce que je pense que j'ai une solution que je peux offrir. Hello everyone, thanks for joining us on this edition of The Inside. I am Babli Jonathan. In this edition of the program, we're going to be taking an in-depth look at elections and democracy in the Republic of Cameroon, with the presidential election that will be organized in the country on the 7th of October 2018, with President Paul Biya seeking for a 7th term in office. We'll equally be taking a look at the Anglophone crisis that has continued deepening, with lives being lost almost on a daily basis. Stay with us and discover our guest in some few seconds. Our guest in this edition of the program is an expert in democracy. He is the Africa Regional Director of the National Democratic Institute, NDI, based in Washington, United States of America. He is the president of the Famuyot Foundation. His name, Dr. Christopher Famuyot. Doctor, you're welcome to the program. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. The presidential election in the Republic of Cameroon will be organized on the 7th of October 2018, despite all the crises, despite all the issues that are affecting the country, notably with the Anglophone crisis that is deepening in the northwest and southwest regions of the country. What's your take on the organization of the election despite all this? Well, sincerely speaking, if I were the one to make that decision, I would not have scheduled the elections while these crises were ongoing and while there was no process in place to assure the citizens that there was a way out of the crisis. I have seen many African countries where elections poorly conducted have exacerbated existing crises. I've also seen countries in which elections well organized in a better political environment have helped to promote peace and stability. And I'm really worried that in our case, we've taken the first option. I don't want to be a prophet of doom, but I'm skeptical that we will be able to pull off peaceful, meaningful polls in just 8 weeks' time. Especially in the two crisis-stricken northwest and southwest regions of the country, where Absolutely. Life has become practically a bitter pill, just too difficult to swallow for the population. It's more than a bitter pill. It's life is almost inexistent because there are villages that have been wiped out. There are populations that are now internally displaced, living in other regions of the country. There are people living in bushes and forests. There are people living as refugees in other countries. And you cannot, under those circumstances, go into those areas and ask people to come cast ballots. It's just as a practical matter, it just doesn't make sense. And I think it's going to be extremely difficult to make that happen. Difficult for officials of elections Cameroon to do their job, difficult for political parties to do campaigning, difficult for election observers to do their job. Well, I mean, if you are the general manager of ELECAM, or if you're the regional delegate, can you in good conscience ask polling officials to go into some of these areas with ballot boxes on their heads? It's going to be extremely difficult. And so for me, it was important to first create a political environment where there was national dialogue and national consultation over these issues. Issues that could probably be handled even before the elections. And even if we got into October, as long as the citizens saw a light at the end of the tunnel, then you could make a meaningful case for having them participate in an electoral process, knowing that the crisis was being tackled
and being resolved. But as we are today, when lives are being lost on a daily basis, it just beats my imagination that someone would schedule this kind of competitive election under these circumstances. And let's not forget, we have the two regions of Northwest and Southwest, but we also have Boko Haram that is still alive. I just got here from Nigeria, and Boko Haram attacked a military barracks in Yobe State with 800 soldiers on the base. And they overtook the base, they overran the base. They ambushed over 30 Nigerian soldiers in Borno State. They just attacked N'Djamena, which means they're still alive and they're still looking for ways to be disruptive. We also have problems on our eastern border with the Central African Republic. And so the cumulative effect of 5 of the regions of the country being impacted should have pushed someone to take a break, take a deep breath, and say, how do we get out of this in a way that doesn't exacerbate the ongoing crisis? And I'm afraid that decision hasn't been the right one, in my opinion. Le 14 février, au cours d'une opération militaire en zone anglophone, des villageois camerounais ont été tués par balles et brûlés. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Que s'est-il passé dans le village de Ngarbou, dans le nord-ouest du pays? Les versions divergent. Pour en parler, nous sommes avec Hilaria Allegrosi, chercheuse sur l'Afrique centrale pour Human Rights Watch. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. La semaine prochaine, vous publierez un rapport au sujet du drame qui s'est déroulé dans ce village. Quels sont les éléments dont vous disposez au sujet de la mort de ces civils camerounais à Ngarbou? Oui, dans notre prochain rapport, nous montrons comment ce qui s'est passé dans le village de Ngarbou n'a pas été un incident malheureux, comme les autorités ont dit, mais un massacre délibéré des civils perpétré par les forces de sécurité camerounaises. Nous sommes en mesure d'apporter des éléments crédibles qui montrent que la version du gouvernement ne résiste pas à l'examen, tant pour ce qui concerne les nombres de victimes que pour ce qui concerne la dynamique de l'incident. Nous avons parlé avec plus de 25 personnes, y compris des témoins oculaires, qui nous ont dit qu'il n'y a pas eu de confrontation entre les séparatistes et l'armée. Il n'y a pas eu d'explosion de conteneurs de carburant comme le gouvernement a dit, engendrant des incendies tuant les civils. Et 3, les tueries étaient délibérées et visaient à punir la population soupçonnée d'abriter des séparatistes dans le village. Et aussi, les témoins nous ont rapporté que les militaires ont procédé à brûler les corps des victimes à l'intérieur de leur maison, et nous avons pu localiser les 4 maisons où les civils ont été tués et obtenir des images satellites prises avant et après l'attaque. Et les images post-attaque montrent carrément des dommages qui sont compatibles avec les incendies et compatibles avec la version des témoins. Pourquoi le nombre de victimes annoncées par l'armée camerounaise diffère à ce point des chiffres qu'annonce l'ONU ou encore les ONG dont vous faites partie? Nous avons obtenu des listes des victimes auprès de 5 sources différentes et nous nous sommes entretenus avec des proches des victimes et des résidents qui ont procédé à l'enterrement des corps et qui ont confirmé de manière indépendante l'identité des victimes. Ces mêmes sources ont aussi rapporté combien de personnes ont été enterrées dans chaque tombe, effectivement des fosses communes, parce que plusieurs personnes ont été enterrées dans la même tombe, et c'est comme ça que nous sommes arrivés au nombre de 21 civils tués, dont 13 enfants et une femme enceinte. La mort de ces civils camerounais était-elle accidentelle, comme le dit l'armée? Non, ce n'est pas un accident. Il y a des cas pareils qui se sont produits dans les régions anglophones. Mon organisation Human Rights Watch a documenté de nombreux cas d'exactions commises par les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est pas la première fois que les autorités camerounaises démontrent que leurs forces de sécurité aient commis des exactions. Par exemple, en 2018, une enquête approfondie de Amnesty International et de la BBC avait révélé que des militaires camerounais avaient procédé à l'exécution extrajudiciaire de 2 femmes et de 2 enfants accusés d'être des membres de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Et le ministre de la Communication à l'époque avait dit qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Mais après, 7 soldats avaient été arrêtés et leur procès en cours. Donc nier ces exactions ne fait que rajouter une couche de souffrance et de traumatisme pour les survivants. Et il est important qu'une enquête soit ouverte, indépendante sur ce massacre et que les responsables soient amenés en justice. En tant que chercheuse au sein de l'ONG Human Rights Watch, qu'attendez-vous avec la divulgation de ce rapport? Nous attendons qu'une enquête indépendante soit ouverte et que la lumière soit faite sur ces massacres, que les responsables soient traduits en justice. D'ailleurs, ce massacre a déjà été dénoncé largement au niveau international. La France a levé la voix, les Nations Unies ont levé la voix, les Royaumes-Unis et aussi les États-Unis pour
dire trop, c'est trop. Je pense qu'ils ont lancé un message très fort, mais les déclarations ne suffisent pas. Il est important que les partenaires du Cameroun qui entretiennent une coopération militaire avec le pays puissent au moins arrêter cette coopération militaire avant que les résultats de l'enquête ne soient fournis et soient publiés. Merci Hilaria Legrosi. Je rappelle que vous êtes chercheuse sur l'Afrique centrale pour l'ONG Human Rights Watch et que vous publierez un rapport la semaine prochaine au sujet du drame de Ngarbou dans le nord-ouest de Cameroun. Merci à vous. Merci. Ok. Voilà la situation qui prévaut à Jacqueline actuellement. Voilà les policiers. Nous sommes dehors. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Le commissariat vient d'être brûlé par les Amba. Nous avons dû laisser, suite à de multiples attaques qui nous poussent. Et nous sommes blessés chaque jour que Dieu a créé. Et nous sommes aussi attaqués chaque jour que Dieu a créé. Donc, nous sommes venus ici à la brigade croyant que nous sommes chez nous. Malheureusement, nous sommes plutôt les personnes non grata. Voilà la situation. Voilà nos sacs que nous avons pris. Voici nos sacs que nous avons pris ici. Voilà nos matelas, voilà tout ce que nous on a. Nous sommes dehors, nous sommes comme ça dehors. On va dormir dehors comme ça aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Nos vies sont en danger, vraiment. Et on envoie cette vidéo que si le régional pouvait voir ce qu'il peut faire. Nous, pour l'instant, on n'est pas en train de fuir la police. On ne fuit pas le travail de la police. Nous avons signé que j'ai l'honneur. Mais si on peut d'abord nous enlever d'ici et nous ramener après la sérénité, parce que nous, même ici chez nous, là où on croit être en sécurité, nous sommes les personnes non grata. On ne veut pas de nous. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous n'avons rien à manger. Depuis peut-être 3 jours aujourd'hui, nous n'avons rien à manger. Et nous n'avons pas l'habitude de casser les boutiques des gens pour pouvoir manger. Nous ne sommes pas des voleurs. Voilà pourquoi on se fie à la hiérarchie. Il n'y a pas moyen. Voilà 3 mois et demi, 4 mois que nous n'avons pas de salaire. Et on n'a pas de primes comme les autres. Donc nous sommes tellement comme ça là. Voilà pourquoi on fait cette vidéo. Vous voyez comment nous sommes, je ne sais même pas comment dire. Donc, voilà la situation qui prévaut. Voilà ce qui prévaut. Vraiment, nous, on veut de l'aide. On veut vraiment de l'aide. C'est plus que nous. Merci. Sous le nom de M. Coup de tête, souvenir d'une fameuse interview que lui accorda l'actuel et très bientôt ancien président de la République du Cameroun. Mesdames et messieurs, faites un vrai triomphe cette fois-ci pour celui qui a inspiré des générations entières de journalistes, M. Éric. Merci mon petit frère, Paul. Bonjour tout le monde. Je parle en anglais, mais laissez-moi quand même commencer en français parce que c'est important. La raison pour laquelle je vais parler en anglais, c'est parce que ça fait 30 ans que je suis aux États-Unis, depuis que je suis parti du pays, et j'ai souvent tendance à oublier des mots en français, mais je continue quand même. C'est avec un très grand plaisir, que je me retrouve ici aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi. D'abord, le professeur Kumbondo m'a expliqué, enfin, on s'est vu et il m'a expliqué pourquoi c'était nécessaire, important de faire le choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Et j'étais entièrement d'accord avec lui, donc je suis venu ici pour lui montrer que je suis non seulement derrière lui, mais derrière le candidat qu'ils ont choisi aujourd'hui. Mes sœurs, mes frères, pendant les 30 dernières années, j'ai parcouru le continent africain. J'étais le responsable de la communication de la Banque mondiale pour l'Afrique. Ça m'a permis de voir ce continent. Et je refuse d'accepter le fait que la capitale la moins développée du continent aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on parlait de Luanda, complètement détruit par la guerre. On parlait de N'Djamena où il n'y avait pas de route.
On parlait de Cotonou. Il n'y avait rien. N'en parlons pas de Kigali et ainsi de suite. Qu'aujourd'hui, ce soit Yaoundé. J'arrive ici, je ne peux pas circuler sur 2 mètres sans tomber dans un trou. C'est inacceptable. Un Camerounais fier de l'être ne doit plus accepter cela. Refuser d'accepter la médiocrité. Et je le dis sans hésitation. Ça fait 30 ans, comme on met la pression sur moi pour changer de nationalité, je ne veux pas. Parce que je suis fier d'un pays que Dieu nous a donné, qui est riche, plus riche à mon avis, que tout autre pays africain. Riche en termes de cerveau, riche en termes de ressources naturelles, riche en ressources énergétiques. Le Cameroun doit décoller, mais pas avec la politique et les politiciens d'aujourd'hui qui gèrent ce pays. C'est impossible. C'est impossible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'acceptez pas la médiocrité. N'acceptez pas que ce pays appartient à ce groupe qui est parmi les moins développés du continent. C'est inadmissible. Le président Biya, que j'ai connu, pour qui j'avais beaucoup de respect parce que j'ai eu à discuter avec lui, a failli à cette tâche. Je sais qu'on va lui répéter ça. Et je le dis en public parce que c'est la réalité. Quand je vois une ville comme Yaoundé, sans plan urbain, quand je vois une ville comme Yaoundé, sans route, je suis venu ici enterrer ma soeur qui est morte dans un hôpital. Ma soeur jumelle, elle est morte dans un hôpital pour manque de moyens. Un pays qui ne s'occupe pas de la santé de ses citoyens ne mérite pas, enfin, les dirigeants qui ne peuvent pas s'occuper de la santé de ses dirigeants ne méritent pas la confiance des citoyens. C'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. Nous pouvons continuer avec la gabegie et voir ce que nous voyons. Pas de route. L'éducation, à un moment donné, quand je suis parti de ce pays pour aller étudier aux États-Unis, j'étais parmi les meilleurs. Et le groupe de Camerounais, on était parmi les meilleurs aux États-Unis. On nous demandait, mais comment vous avez fait? Vous venez d'Afrique. On nous posait tous ces questions. Où est partie la qualité de notre éducation? Où est partie cela? Où est la santé? Où sont les routes? Quelle est cette économie qui ne crée pas d'emploi? Il y a beaucoup de jeunes universités que je raconte tous les jours. Pas d'emploi. Ils sont derrière sur les mototaxis. Mais c'est inimaginable. Les ingénieurs, les médecins, tous n'ont pas de quoi se nourrir dans un pays qui s'appelle le Cameroun avec tout ce que nous avons. En tout cas, je vais m'arrêter là. Parce que Former Prime Minister of Cameroon and current Grand Chancellor of National Order Philemon Yang is set to assume the role of the next president of the 79th United Nations General Assembly. His impressive diplomatic experience and exceptional profile makes him fit and most suitable man for the job, besides being a reliable continental candidate. Philemon Yang's candidacy was endorsed during the 44th Ordinary Session of the AU Ordinary Council in Addis Ababa, Ethiopia. Yang is running for the UN top position under the motto of Support Intercultural Dialogue. He was designated by President Paul Biya and his candidacy officially presented to the Diplomatic Corps accredited to Yaoundé by the Minister for External Relations. The former Member of Parliament is also supported by heads of state and governments of the Economic Community of Central African States, ECAS, urging the entire African continent to rally behind Yang's candidacy, noting he is up to the task regarding his rich profile. Philemon Yang, the multilinguist, is chair of the African Union Eminent Personalities to discuss key issues of the continent. He served in the government from 1975 to 1984 and was Cameroon's ambassador to Canada from 1984 to 2004. Yang was Assistant Secretary General at the Presidency with the rank of Minister from 2004 to 2009. From June 30, 2009 to January 4, 2019, Philemon Yang served as Prime Minister.
He had also joined the Commonwealth of Nations in 1995, earning him the title Commissioner. Worthy of note is that the President of the 79th UN General Assembly begins his term of office from September 24, 2024 to September 24, 2025. I'll be President of Cameroon, so he is making his way up here right now, so thank you. Pourquoi je suis en vedette? Ici. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je peux demander ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres qui sont là. Le président Kagame a parlé, il est parti. C'est vous qui parlez. Vous avez votre micro. Vous commencez. On vous a déjà introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous pouvez rester assis, parler assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? C'est moi. Il n'y a personne pour conduire les travaux. C'est ici. Your Excellencies, Mr. President. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de célébrer la vie et de glorifier Dieu. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Allah, Job. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, je voudrais rapidement avoir une pensée
pour toutes celles et ceux qui ont perdu les corps aujourd'hui dans des morgues au Cameroun. Vous savez que ce n'est pas nouveau. Et il y en aura même encore de plus en plus. Il y a des enfants qui disparaissent à la naissance. Il y a des enfants qui disparaissent quand ils sont même adolescents. Il y a les vieux qui disparaissent. Il y a des femmes qui disparaissent. Il y a des vieilles qui disparaissent. Il y a les corps qui disparaissent. Il y a les corps. Il y a même des tombes qui sont profanées. Tout ça, avec tout ce que nous avons comme cordon sécuritaire à Yaoundé, ça vous donne le degré de notre insécurité. Et je voudrais aussi revenir dans les prochains jours sur le cas de Joseph Fouda. Ce monsieur n'a pas l'air d'avoir compris grand-chose dans ce qui se passe dans la République. Et il démontre, plus le temps passe, il démontre qu'il est une véritable imposture. Et je pense qu'il est donc temps que Paul Biya, s'il est encore vivant, prenne ses responsabilités. Si Paul Biya ne le fait pas, ce n'est pas grave. Nous allons, le moment venu, prendre nos responsabilités et se rappeler que ce monsieur, comme beaucoup d'autres, ont été des impostures qui ont bénéficié comme ça du grade chacun du grade de général sans être capable de répondre à la tâche, à la responsabilité. Le moment venu, chacun répondra devant les faits qui lui seront reprochés. Imposture et trahison. Bien. Mes chers compatriotes, je voudrais rapidement répondre à une question qui m'a été posée parce que cette journée, c'est la journée réponse à vos questions, cette rubrique. En répondant à cette question du Nozo que Gaspard a bien voulu poser, de nos compatriotes qui sont dans le Nozo, et de nos compatriotes anglophones qui sont complètement morts-vivants et qui ont choisi comme ça d'aller jouer le jeu des francophones et se confondre dans la masse. Je rappelle que les plus courageux de notre pays sont les anglophones. Je dirais même aussi les plus intelligents entre les francophones et les anglophones sont les anglophones. Il faut le reconnaître. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Que les plus intelligents parmi nous sont nos compatriotes anglophones. Les plus organisés, c'est aussi eux. Ceux qui ont su garder encore la notion de l'administration, de l'organisation, de la gestion d'un État, c'est aussi nos compatriotes. Ce n'est pas un débat, c'est mon avis. Très bien. Alors, quand les compatriotes là décident de se révolter, avant de se révolter publiquement, pour que toi, Gaspard, tu sois au courant, ils avaient déjà écrit à Paul Biya plusieurs fois. Pour dire, Monsieur le Président, voici ce qui se passe, voici ce que nous proposons, voici ce qui s'est passé. Et voici nos propositions. Vous savez, Monsieur Paul Biya, comme m'avait dit l'un des Camerounais, c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Il pense qu'il peut tout régler comme ça. Il n'a donc pas suivi. Les hostilités ont commencé. Nous sommes partis là, des manifestations avec l'arbre de paix. Après, c'était avec les frondes, les cailloux. Après, c'était contre ceux qui ont des armes, c'est-à-dire les militaires de la République, comme ils appellent la République, qui avaient des armes. Et nos compatriotes anglophones avaient des frondes, avaient des cailloux. You know, et petit à petit, ils ont laissé les frondes, les cailloux, ils ont pris les fusils de chasse. Ce n'était plus les fusils de chasse, c'est devenu les fusils de guerre. D'autres fusils qui sont livrés par Atanganji et tout le système sécuritaire, comme vous connaissez, qui les livrait des armes. Et des commandants qui viennent de l'extérieur, que je vous avais montré ici, les Sani, qui font rentrer des armes, qui sont fournis à ces jeunes-là pour s'entretuer. Et ça fait vivre comme ça toute une industrie des membres du gouvernement qu'on appelle l'économie de la guerre. Et ça dure depuis 2016. Donc depuis 2016 jusqu'à ce jour, nous comptabilisons au bas mot plus de 30 000 morts. Ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit. Non, non. 30 000 morts, c'est rien. Mais notre président, dans son discours, il nous parlera de l'Ukraine. Il nous parlera des autres pays. Mais dans son propre pays, le foyer de guerre, de kidnapping, de rançon. En ce moment donc, pour toi Gaspard, il y a un sous-préfet qui est encore en captivité.
Il s'appelle Ewane Armand, si ma mémoire est bonne. On n'arrive pas à aller le récupérer. Et il n'est pas seul là-bas. Mais ce que tu dois constater et remarquer et noter, c'est que les autorités camerounaises ont été promptes à aller chercher à Tanganakuna au Nigeria pour le ramener au Cameroun. Avec la complicité des éléments de la sécurité militaire, que certains même ont volé l'argent. Quand il fallait faire la perquisition chez Tanganakuna, ils ont volé beaucoup de sous. Ça, c'était très rapide. Les services de sécurité camerounais étaient prompts à aller chercher celui qu'on appelle notre compatriote, le capitaine Guérandi, jusqu'à lui ôter la vie. Ils étaient très prompts à le faire, ils l'ont fait. N'est-ce pas? Ceux-là sont en prison aujourd'hui pour d'autres faits. Les autorités camerounaises ont été promptes à aller au Nigeria, aller chercher Alouk Tabé et tous les autres de nos compatriotes qui pouvaient ramener de l'ordre dans le Nozo. Ça a été très vite fait, aller les récupérer là-bas pour les ramener au Cameroun. Ça fait plusieurs années maintenant que ces gars sont privés de liberté, séquestrés et incarcérés. Mais les autorités camerounaises ne sont pas capables d'aller ramener l'un de leurs, sous-préfet, qui a été tabassé, qui a une santé fragile. Vous avez vu sa femme pleurer ici. Ils n'ont pas été capables de le faire. Vous comprenez donc la mesquinerie d'un système qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas de foi, mais qui va régulièrement, le président se rend régulièrement là-bas au Vatican pour aller prendre la communion. Voilà ce que je vais vous rappeler tous les jours. Ce sont des Camerounaises et des Camerounais qui servent cette république, des imposteurs dans un régime d'imposture. Vous voyez ça? Mais j'ai d'abord voulu vous brosser ça très rapidement. Et ce qui se passe dans le Nozo a nourri des comportements qui ont permis de comprendre que nous avons des gens dans cette république qui ne vivent que des coups comme cela. Des faux dans les visas qui sont organisés par le gouvernement. Quand Donald Trump combat l'immigration ici, c'est une immigration qui est régulée par le gouvernement du Cameroun. Le gouvernement du Cameroun est le premier producteur de faux visas avec des passeports de service aux citoyens pour les faire sortir. Dans les différents ministères que vous voyez là, commençant par le ministère des Affaires étrangères, on donne des visas, d'autres font des faux passeports diplomatiques, d'autres font des passeports de service pour que les Camerounaises et les Camerounais sortent moyennant de l'argent. Et ici, aux États-Unis, on gère les conséquences alors que les causes, c'est le gouvernement de M. Biya qui organise tout ça. Je vous ai montré plusieurs vidéos ici. Nous avons publié plusieurs fois. Nous avons écrit aux autorités américaines, nous avons écrit au département d'État, nous avons écrit à la Maison Blanche, nous avons écrit aux Nations Unies, nous avons écrit à pas mal de présidents dans cette société pour parler de la situation du Cameroun. Nous avons eu des réponses, certains nous n'avons pas eu des réponses. Mais le plus important, c'est pas les réponses que les gens nous donneront à gauche et à droite. Le plus important, c'est nous-mêmes. C'est nous. Quelles sont les réponses que nous donnons à ce qui nous arrive? Alors, pour répondre à Gaspard, qui m'a posé la question sur ces personnes, donc je vais citer les noms ici. Il m'a posé la question sur Eric Tchindje. Et nous avons fait la différence entre Eric Tchindje, Christophe Fomonio, Akeremuna, Yang Philemon et beaucoup d'autres. Et les responsables dirigeants de l'AES et le président Donald Trump. Je vais donc essayer de vous apporter un début d'explication en ce qui me concerne. Nous sommes, nous, une association des bavards. Nous sommes une association des imposteurs. Nous sommes une association des mendiants. Nous tous. Est-ce que vous comprenez? Je dis nous tous. Nous sommes une association des menteurs à l'image de Biya. Des gens qui veulent voir leurs enfants grandir. Des mendiants et des manipulateurs. Et dans cette généralité, chacun d'entre vous est capable maintenant de se dire que non, celui-ci quand même, nous comprenons que voilà, sa place n'est pas dans le même camp, Patrice. Donc celui-ci, bon non, pas tout le monde quand même. Non, nous sommes tous dedans, y compris moi. Donc c'est vous, les souverains comme je vous ai désigné, vous qui allez faire la différence. Donc les noms que vous m'avez donnés, Eric Tchindje, Christophe Fomonio, Akeremuna, Yang Philemon,
Et vous m'avez donné Ibrahim Traoré. Vous m'avez donné le président Tchani, le général. Vous m'avez donné Assimi Goïta. Ces 3 présidents de l'AES. Et vous m'avez parlé de Donald Trump. Et vous m'avez posé la question, quelle est la différence? Je vais donc vous répondre. La différence, c'est que nous sommes des imposteurs. Oui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des gens qui vivent aux dépens des efforts des autres. Et nous sommes les producteurs de la parlotte. C'est ça que nous sommes. Cette génération des petits-enfants de Omniobe que nous sommes. C'est ça. Eric Tchindje est pareil. Christophe Omonyo est pareil. Nous sommes des vauriens. Oui. Parce que Eric Tchindje est le premier qui quitte le Cameroun. La vision, il a eu ce qu'on appelle la vision de tout ce qui se passe aujourd'hui. La première personne, après nos parents ancêtres, nos héros, c'est Eric Tchindje. La toute première personne à parler à Paul Biya en face. Que monsieur le président, dans ce pays, il y a un problème. Yes. Paul Biya lui a dit, me suffit d'un coup de tête comme ça, comme Mango Ngene, je te vis. Eric Tchindje a dit qu'en attendant le coup de tête, je suis parti. Eric Tchindje est parti. Il vous a dit qu'il n'est pas encore américain. Ça ne change rien. Qu'il soit américain ou qu'il ne soit pas américain, ben, ce n'est pas ici qu'on a besoin de lui. On aurait eu besoin de lui de l'autre côté du Cameroun, tout en inspirant de ce qui s'est passé ici. Christophe Omonyo, ça c'est l'un de mes grands frères aussi. Vous allez le voir, il est partout dans des organisations. Il sert la République, il sert les États-Unis, mais il parlera plus de l'Ukraine. On le verra plus là-bas que de parler de ce qui se passe dans notre pays du côté du Nozo, parce que la plupart sont du côté de la zone anglophone, n'est-ce pas? Personne, moi je ne parle pas du Nozo, moi je ne parle même pas du Cameroun. Eric Tchindje, non, nous ne sommes pas les Camerounais, non. Christophe Omonyo, non. Maintenant on va parler de l'Amérique, on va parler de l'Ukraine, ça c'est notre domaine là-bas, c'est là-bas que nous sommes bien. Yann Philemon, ancien premier ministre, aujourd'hui quelque part il se promène aux Nations Unies en attendant qu'on le retrouve à notre poste, bon, pour bien aller tourner comme ça. Personne d'entre nous ne parle plus du Nozo. Non. Nous sommes nous anglophones. On peut tuer là-bas à partir du moment où je peux aller au Cameroun, je pars à Yaoundé, je sers 2-3 mains, je suis journaliste, you know what I'm talking about, right? Je suis journaliste. Bon, moi, je suis dans des grandes organisations internationales. Je peux aller en Ukraine, je peux rencontrer des personnalités. Bon. On sait, how you doing? Are you okay? Good to see you. Good to see you, brother. Good to see you. Good to see you. Oui, Akere Mouna, l'un des plus grands avocats à l'échelle internationale. Dans ce domaine-là, nous reconnaissons, pas d'ironie. Il est bon. Mais pourquoi? Pour parler des choses du Cameroun. Oui, Glencore. Oui, bon. Candidat, oui, mais le Nozo alors, tu es avocat. Si tu aimes tellement le Nozo, tu devais porter plainte à l'international de ce qui se passe dans le Nozo. Et mon frère, Eric Tchindje, allait utiliser ses médias, son contact, son carnet d'adresse à l'international. Et mon frère Fomonyo, Christophe, devait utiliser ses réseaux pour pouvoir communiquer. Et moi, Patrice Nouma, je devais aussi utiliser maintenant mon canal pour dire voilà. Personne. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest sont abandonnés à eux-mêmes. Alors qu'ils ont des dignes fils représentants à l'échelle, comme disait Dieudonné. Les gars que je viens de vous citer là, ce ne sont pas les petites pointures. Hein? C'est les gars qui entrent à la Maison Blanche. Mais quand ils rentrent là-bas, je ne suis pas sûr qu'ils parlent du Nozo. Non. Parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Mais ils sont faciles à aller en Ukraine. Ils vont parler de tout, sauf du Nozo. Et nous sommes en 2016, 2025, plus de 30 000 morts. Mais la différence que tu m'as posée avec les enfants de l'AES, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchani, ils n'ont pas le niveau international de Eric Tchindje. Non, jamais. Non, ils n'ont pas. Parce que ces enfants-là, on ne les connaissait pas.
Mais Eric Tchindjé était connu de partout. Puisqu'il vous a dit lui-même, il voyage partout. Oui, monsieur. Akeremouna, le nom d'Akeremouna est connu au Cameroun, puisque le nom d'Assimi Goïta. Puisque Assimi Goïta, c'est des bébés. Ibrahim Kamoré, c'est des bébés. Ibrahim Traoré, ce sont des bébés. À côté de Akeremouna, de Christopher, d'Eric Tchindjé, et même de moi-même, puisque moi, mon nom depuis Ibrahim Traoré, à quel âge? C'est un jeune frère, mais respectable, de par son comportement et de ses actions. C'est un président qui est rentré dans l'histoire, à 35 ans maintenant. Mérite le respect. Mais, si on parlait des gens, quand je commence le combat, c'est un jeune petit frère loin derrière. Mais maintenant, il est de l'autre côté, pour l'intérêt de tout un peuple. Nous, notre problème, c'est quoi? Les médias. How are you doing, bro? How are you? Good to see you, bro. J'étais aux États-Unis. J'étais, because que, you know what I'm talking about, right? J'étais à la Maison Blanche. Moi, j'étais en Ukraine. Oui, moi, Patrice Nouma, j'ai parlé. Je suis Patrice Nouma Freeman. Je suis. Ça, c'est notre niveau, ça. Mais nous voulons que les choses changent. Paul Biya est mauvais. Mais qui sommes-nous? Donald Trump, le président Donald Trump, il est arrivé hier. Ça fait 8 ans que vous connaissez Donald Trump. 8 ans. Le premier mandat qu'il a gagné, et maintenant. Regardez le nombre d'années qu'Eric Tchindjé est dehors, qui fait des va-et-vient entre le Cameroun et les États-Unis. Personne d'entre vous ne connaissait Donald Trump. Mais vous tous, vous avez le nom d'Eric Tchindjé, de Christopher Fomonio, d'Akeremouna, de Yang Filemon. Oui, monsieur. Mais ces 3 catégories de personnes, il y a d'autres qui rentrent dans l'histoire, il y a d'autres qui se contentent de l'histoire, il y a d'autres qui font l'histoire. Oui, monsieur. Les 3 de l'AES sont en train de faire l'histoire, rentrent dans l'histoire. Plus Donald Trump rentre dans l'histoire. Nous, inclus, nous sommes dans le bateau. Nous sommes dans les discours. On discourt tout le temps. Nous sommes en train de discourir tout le temps. Pendant ce temps, Biya lui fait son petit bonhomme de chemin. Posez la question à ces gens-là que quand est-ce que vous êtes réunis, vous, aux États-Unis? Les penseurs camerounais qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont au Congo, qui sont au Canada. Quand est-ce que vous vous êtes réunis pour penser? On n'a pas besoin de 10 000 Camerounais. On a besoin de 3, 7 ou 9 pour faire une révolution, une réforme, renouveler, penser. Non, chacun va voir ses enfants grandir. Tout ce qui les intéresse, c'est nous allons commenter. Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu, j'ai pris mon avion, je suis sur le plateau, on fait campagne pour tel, on fait campagne pour tel. On va faire campagne tout le temps. Alors que M. Biya, personne ne peut battre Biya dans une élection au Cameroun. Eric Tchindjé le sait, Fomonio le sait, Akeremouna le sait, Yang Filemon le sait. Tous ces gars-là sont, à la plupart d'entre eux, y compris Amadou Toumouna, la plupart d'entre eux sont d'origine, comme moi, du côté anglophone. Je dis comme moi parce que je ne peux pas m'exclure. Je suis francophone, mais je ne peux pas m'exclure, je ne peux pas dire qu'acceptez-moi. Non, je suis dedans. Il faut que je sois condamné. Et qu'à la barre, que nos responsabilités soient départagées. Et que chacun regarde. Voilà. Je viens de vous donner un petit résumé. C'est la même chose du côté des francophones. Hein. Ce que je viens de vous citer là, c'est pareil. Parce que c'est le don que vous m'avez donné. Plus de 30 000 morts. Ces enfants-là rentrent aux États-Unis et sortent comme si c'était dans leur chambre. Parce que c'est le chez eux. Le point commun avec l'Amérique, c'est que ces gars-là sont éduqués, sont nés en parlant anglais. Ils ont étudié en anglais. Ils rentrent ici, rencontrent tout le monde, la Banque mondiale, you know, partout là, Nations Unies, la Cour pénale avec des gars comme la Keremouna, partout. Parce que nous allons tous les jours prendre les cours, on donne à Kamto, oui, Kamto est ici, Kamto est un traître, Kamto a menti, Kamto machin, Kamto est descendu, Kamto est monté, oui, Kamto est dans son rôle. Mais Akeremouna est où? Eric Tchindjé est où? Patrice Nouma est où? Hein? Christopher Fomonio est où? Vous voyez un peu? Vous vous posez la question que, mais ces gars-là, vous faites quoi au Canada? Vous faites quoi en Espagne?
Vous faites quoi là-bas? Vous voulez manger la bonne nourriture, mais personne ne veut laver les assiettes. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans l'esbrouf. Nous sommes dans la manipulation. Nous sommes dans, on va parler en cachette. Nous sommes dans le jeu. On est toujours en train de faire comme le serpent. C'est nous là. Je dis la crème des crèmes de la République du Cameroun. Les gens que je viens de vous citer là. Vous ne connaissez même pas les Camerounais qui sont dans ce pays. Hein. Mais tu poses la question à un Camerounais que, mais toi de l'autre côté, je vois les gars, quand ils parlent ici, les Américains, les Mexicains se lèvent et parlent d'ici. Ils disent voilà, il va falloir qu'on fasse bloc pour parler de nos compatriotes mexicains qu'on va rapatrier. Les présidents prennent des accords pour dire voilà, on a compris. Le président Trump, on a compris, il faut qu'on trouve des accords. Voilà, nous sommes ici du côté du Mexique, on va envoyer 10 000 militaires à la frontière. Ok, le président se calme. Prends d'autres mesures. Au Cameroun, c'est quoi? Non, nous c'est, yeah bro, hey, how are you doing? How are you, man? Good to see you, man. You know, j'étais à la Union, là, à la Maison Blanche, là. J'étais à la Maison Blanche, j'étais avec le président, j'avais les conseillers, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Ukraine. Hey, how are you doing, bro? Okay, because que, you know, it's been a long time, bro. Okay. Tu es toujours ici? La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était, je sortais de l'Ukraine, là, because que, you know, j'étais avec le président Zelensky. Et moi, j'étais à la Banque mondiale. Tu sais, je suis parti du Cameroun depuis très longtemps. Bon, je venais de rencontrer... oh, hey, toi, hey, oh, ça va? Oh, how are you doing, bro? Oh, man, good to see you, man. Hey, how are you doing? Oh, you look good, man. I love your suit, man. How are you doing? Mais dis donc, tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu là, mais dis donc, je suis allé au Cameroun, là, je vais faire un petit tour là-bas. C'est notre travail. Personne ne te parle du Nozo et des milliers de morts. Personne ne te parle des femmes violées. Personne ne te parle des femmes qu'on a coupé les seins. Personne ne te parle de tout ça. Alors que nous sommes ici aux États-Unis, on te parle des Camerounais, on te parle de nos compatriotes du Nozo. Personne ne se parle de ça. Non, 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 non. C'est comme si c'était des pestiférés. C'était comme si c'était... Personne ne parle de ce qui se passe au Cameroun. Personne ne te parle de ce qui se passe là-bas. Tu te poses la question que, mais on ne se pose même pas les questions que ces enfants qu'on avait arrêtés là, parce qu'il y a des images qui sont très violentes, ceux-ci qui ont été arrêtés, mais que sont devenus ces enfants? Personne ne pose la question. On a les meilleurs avocats au Cameroun. On a les meilleurs avocats qui fréquentent la communauté internationale. Hein? Que sont devenus nos enfants? Mais pourquoi est-ce que nous sommes prompts à aller rencontrer les autres pour parler de l'Ukraine? Regardez comment la communauté juive, les Israéliens se mobilisent dans ce pays parce qu'ils connaissent la côte de ce pays. Ils connaissent la côte de l'Amérique. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est manger ton petit bout de pain, tirer sur Bia. Non, non, Bia, il faut que Bia parte, hein, vraiment. I think that's enough is enough, man. This guy needs to, you know, this guy needs to move out, man. You're gonna take him out. C'est trop. C'est quoi cette histoire-là? C'est fini comme ça. Hein? D'autres, même quand ils sont au Cameroun, ne les appellent même pas. Le téléphone est bloqué. Ils sont ici, ils sont militaires de ce pays. Je pose la question quand même, mon ami. Vous avez vos parents au Cameroun. Vous allez au Cameroun. Eh ben, non, tu sais, hein, j'ai le security clearance, mon frère. Je ne peux pas parler de ces trucs-là. J'ai le security clearance. Mais pourquoi tu viens te plaindre qu'on a bloqué tes affaires à la douane? On a bloqué tes affaires au port. On a tué tel. On a tué mon frère qui était lieutenant. On a volé son salaire. On continue de recevoir son salaire. Mais tu es ici dans ce pays. Non, non, mon frère, you know, because que, you know, my brother. Hi, you know, hey, my brother. I did work, my brother. Hey, pas bien là. Ma pékin. I don't want to talk that. Hey, I don't want to talk with my pékin, my brother. Hein? Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, je vais voir mes enfants grandir. C'est la République. Le même comportement que les francophones. Cette nouvelle génération des anglophones que je viens de citer là ne sont pas différents
des francophones. Une association, nous sommes des waya people. Nous tous. Oui, monsieur. Je dis que même le Gabon nous dépasse. Le Gabon nous dépasse. Parce que vous avez été courageux, fort, en allant, non, lui il a fait la révolution avec la France. Oui, c'est la France qui est derrière, mais lui il a quand même changé. Vous êtes là, américain, grand journaliste, grand avocat, bas banquier, bas docteur, bas ceci, bas cela, 30 000 morts, nous voilà. Donald Trump est parti, 2 fois il revient. On a insulté le type. Oh, Donald Trump n'est pas ceci. Donald Trump n'est pas allé à l'école. Il ne connaît pas la politique. Il parle mal aux gens. Il fait ceci. Il est parti. Il est revenu. Les Américains l'ont voté. Nous, on est là. Hey, my brother. I don't know. Good to see you, man. Oh, you look nice, man. I'm going to Cameroon. I'm going to see. Oh, non. Mon frère, il est mort. Mon frère, il est mort de l'autre côté. Bon, je m'en vais au Cameroun, là. Mon frère, de l'autre côté. Augustine, oh non, moi je vais voir ton figure. Oh vraiment de Dieu. Je m'en vais, on a enterré mon frère là-bas. Je ne suis même pas, peux même pas aller enterrer mes parents. On a demandé que les ambassadeurs ont dit que I don't have that money to pay over there. Non, je vais enterrer mon papa ici là. Mon frère, ils m'ont demandé 5 millions. Hein. Oh. Personne ne bouge. Et on se contente de la critique. On se contente de subir les conséquences. Oui, monsieur. Mais il faut insulter Trump. Il faut critiquer Assimi Goïta. Il faut critiquer Oligui Nguema. Il faut critiquer les autres. Nous avons les intellectuels dans tous les domaines, on connaît. On arrive en France, on insulte là-bas. On arrive au Canada, on insulte Trudeau. On insulte partout. Nous sommes les meilleurs. Mais pendant ce temps, nous vivons sur les efforts des autres. Nous sommes aux États-Unis, nous vivons sur les efforts de George Washington, Abraham Lincoln. Oui, monsieur. Nous sommes là. Nous vivons parce que Martin King, Martin Luther King s'est battu dans ce pays. Nous, on peut monter, on peut prendre l'avion, on peut se promener, on peut monter, on descend. Dans notre pays où nous devons écrire l'histoire, non. Ma brother, I don't know. Mon frère, je vais aller au Cameroun là. Il y a ma tante qui est morte. Je vais aller faire un tour là-bas. Il faut que j'aille l'enterrer. Les ambassadeurs là, they ask me some money, man. I don't have that kind of money, man. Moi, non. My brother. Hey, how you doing? Good to see you, bro. Hey, tu es là? Ça fait longtemps, hein? C'est nous, ça. Oui, ça, c'est nous. Sur l'anglais que tu vas entendre, Barack Obama ne parle pas anglais. Quand mes frères anglophones commencent à parler anglais, tu es convaincu que c'est eux qui ont créé la langue là. Non, non. Ils ont oublié ceux qui sont en prison. Personne ne parle plus d'eux. Ayoub Tabé, c'est un gars très courageux. Nos compatriotes anglophones qui sont en prison sont des héros. Nous autres qui sommes dehors là, nous sommes des waya-waya. Oui, monsieur. Si nous voulons démontrer que nous ne sommes pas, il faut être différent. J'ai entendu un pasteur dire que de l'autre côté, que les Camerounais sont toujours les diplômes, ingénieurs. Allez travailler, chanter votre pays, allez développer votre pays. Je pense que c'était un pasteur, je pense congolais, quelque chose comme ça, là, qui disait ça. Il avait raison. Nous sommes les sabitou partout. Nous connaissons tout partout. On se mêle de tout partout, y compris chez les autres. Mais on ne se mêle pas de ce qui nous concerne chez nous à la maison. On compte les chefs d'État qui passent. Là maintenant, on est en train de dire, on ne pense pas ce qui va se passer au Cameroun. On dit, non, après Donald Trump, là, qui va même venir? Peut-être c'est son adjoint. Ils n'ont pas encore fait 2 mois. Les Camerounais sont déjà dans les projections. Toujours dans les vies des autres. Oui, monsieur. Après ça, on a passé le temps à critiquer Paul Biya tout le temps. Et quand l'élection arrive, ok, on commence à chercher les gens qu'il faut mettre devant. Il faut soutenir Akeremona. Avocat international. Pas n'importe qui. Ceux qui connaissent ce nom-là. Tandemuna. C'est un grand nom, hein. Voilà donc les enfants. Tandemuna, quand ils sont partis, ils ont laissé une histoire de ce pays. Voilà les enfants de Tandemuna. Les enfants de Foncha. Oui, les enfants de Oumnobe. Nous sommes... Voilà ce qu'on va dire aux ancêtres. Ils nous regardent. Oui, monsieur.
Donc, quand vous me posez une question comme ça, mes chers compatriotes, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je peux tout simplement vous dire que nous sommes bons à mettre dans la poubelle de l'histoire. Nous, tous, inclus me. Parce que c'est l'histoire là-bas qui va nous juger. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Je suis moi-même dedans. Bon à jeter dans la poubelle. Regardez les exploits qui se passent autour de nous. Chaque jour, le président arrive aux États-Unis, il dit voilà, monsieur, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit que si vous ne pouvez pas prendre des mesures pour que l'immigration clandestine ne rentre plus dans mon pays, je vous taxe 25%. N'est-ce pas? Il écrit ici, pape. Il prend son vol, il s'en va. Avant qu'il atterrisse, on dit que non, le Canada a changé la vie. Monsieur le Président, on a décidé de... Voilà un homme qui a ce qu'on appelle les couilles, qui pèse. Nous sommes là, on a porté le tatat, on a porté le costume. Je suis journaliste international. J'étais à la CATV, j'étais à CNN. Oh, moi je suis militaire. J'ai fait Saint-Cyr, j'ai fait Saint-Mexin, j'ai fait l'école de commando du paradis. J'ai fait ci. Oh, moi je m'appelle la Kélémouna, je suis le meilleur avocat de la terre. Moi alors, c'est Christopher Fomonio. You talk about me, mais la plus grande organisation internationale, c'est moi, comment? Pourquoi? Pourquoi toujours chez les autres? Vous faites quoi chez vous? Nous faisons quoi chez nous? Donald Trump a raison de nous insulter. Shit whole country. C'est nous là. Donald Trump a le droit de nous insulter. Nous sommes des merdes qui ne sentent bon que pour s'occuper de la vie des autres. C'est ça nous. C'est notre vie, c'est ça. Pendant ce temps, les gens défilent. Les gens font des choses. Nous sommes dans les commentaires. On insulte. On commente pour les autres. On insulte. On commente. On critique. Pendant ce temps, une petite fille qui ne sait pas encore laver ses fesses, qu'on appelle Brenda, vient se moquer de nous et nous pisse dans la gueule. J'avais des prostituées au Cameroun. On est là, on regarde. Tu peux pas parler, hein, ma brother. Je vais voir mes enfants grandir. Tu dis que c'était qui? C'est la fille du président. Moi, j'ai vu ça, hein, ma brother. How you doing, my brother? How are you doing, man? Good to see you, man. Have a good night, man. I love your soup, man. Comment vas-tu? On se voit, non? Je vais voyager là. Voilà notre niveau. Pendant ce temps, une petite famille bousille tout un pays, tout un peuple. Les plus intelligents du Cameroun sont les anglophones. Mais personne ne parle à leur nom. Je vous parle même pas des gens, comme pour bien comprendre que nous sommes une bande de zozos. Il a pris à Tanganji, il a mis là-bas. Il dit, va les mater. Et vous avez fait quoi? On tue Ouazizi, on tue à gauche, on tue à droite, on découpe, on vend, on fait. Personne ne bouge. À l'échelle internationale, il faut comprendre que nous avons des grands journalistes à l'international. C'est quand il faut parler de l'Ukraine, quand il faut parler des autres. Oui. Il faut parler du Congo, oui. Il faut parler de Paul Kagame, waouh. Il faut parler de Burkina, oui, nous sommes là. Oh, on trouve les Camerounais partout. On trouve les techniciens camerounais partout. Sauf chez nous. Ce que je viens de vous citer là. Il y a les Camerounais qui parlent, hein, qui font des choses, qui ont sacrifié leur vie. Mais ceux qui vont au Cameroun tous les jours là, qui parlent là, je vous ai dit que chaque fois que vous voyez des Camerounais qui font des allers-retours pour le Cameroun là, mon ami, n'attendez rien d'eux. Chaque fois que tu vois un Cameroun qui a été reconnu par les États-Unis, élevé par les États-Unis, mon frère, ne lui demandez rien, ne lui parlez pas du Cameroun. Ils sont 1%. 99,99%, monsieur, ils n'ont rien à cirer. Pour eux, ils construisent leur petite baraque. Ils reviennent, ils dorment, ils mangent le McDonald's, ils font leur petit boulot, ils cotisent encore un peu d'argent, ils repartent, ils reviennent. S'ils sont dans les réseaux sociaux, s'il y avait peut-être info, non. Quand ils te voient même à distance, ils disent que non, ce gars c'est nous, non, papa. Il prend un démarrage, il dit que non, il ne faut même pas qu'on me voit avec le gars là quelque part. Le gars là, ouh, il est mort depuis. C'est notre travail. Ça, c'est nous, ça. S'occuper des autres, c'est notre travail. S'occuper de la vie des autres, ça, c'est nous. Et alors là où il y a le pompon, ceux qui essayent un peu de se démarquer, ce sont les mêmes personnes qui sont victimes du système d'une façon ou d'une autre, qui viendront encore s'attaquer de ceux qui essayent un peu de se démarquer. C'est lui qui a mieux expliqué ça, c'est l'un des meilleurs parmi nous. Jean-Bruno Tagné, il avait expliqué ça clairement. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On a tout détruit chez nous au Cameroun. Tout détruit. Les héros anglophones, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais ici, on célèbre George Washington, on célèbre Abraham Lincoln, on célèbre Martin Luther King. Mais chez nous au Cameroun, il y a des gens qui ont écrit l'histoire du Cameroun. Dans la zone anglophone,
personne ne connaît ni la date, ni quand est-ce qu'ils sont morts. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de celui qu'on appelle Tandem Mona? On vous a déjà raconté son histoire, de John Kufoncha. Vous connaissez leur histoire? On ne connaît pas. Oui, mais ici, là, pour devenir américain, tu dois connaître l'histoire de tous ces gens que je viens de vous citer. Mais au Cameroun, on ne connaît pas qui a écrit l'hymne national du Cameroun. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance du Cameroun? C'était quand? D'où viennent les anglophones? D'où vient la langue française? Comment ça s'est passé? On ne connaît pas. Mais nous sommes des grands avocats. Nos enfants vivent dans les forêts, dans le Nozo. D'autres sont des exilés, violés, abusés au Nigeria. D'autres sont chassés en Afrique du Sud. D'autres meurent ici au Mexique. Mais Akeremouna est là. Nous avons des grands journalistes. Mais vous n'allez jamais les entendre dans les grands médias. La dernière fois qu'on a parlé de nos compatriotes en Libye, c'était CNN. Plusieurs années après nous. Pour dire que voilà, il y a le commerce des esclaves. Et ça a duré quelques secondes. Personne n'en parle plus. Parce que les néocolons sont là, ils attendent l'aval de la France pour encore donner de l'argent là-bas, pour venir demander au président Donald Trump de subventionner et d'aider l'Afrique. Vraiment que le président Trump ne donne plus un seul centime aux pays africains. C'est encourager la mendicité et c'est encourager la paresse. Un seul centime qui ne nous aide pas. Je suis d'ailleurs très content parce que je vous ai montré dans la publication qui est passée là. Il y a de cela 4 ans, j'avais écrit au président Joe Biden, n'aidez plus. On ne peut pas passer le temps à aider des feignants qui ne veulent rien faire. N'aidez plus les Africains, notamment les Camerounais. Les autres, je ne sais pas. N'aidez plus les Camerounais, n'aidez plus le gouvernement camerounais. On a suffisamment pour vivre. On a suffisamment pour vivre avec tout le monde. Le Cameroun est le pays le plus riche de la planète. Non, je ne veux plus entendre parler d'aide. On doit travailler. Je suis très content quand j'ai appris que le président a suspendu l'aide pour 90 jours. 90 jours, c'est peu. Il faut qu'il suspende cette aide-là pendant au moins 5 ans. On commence à réfléchir, que chacun prenne ses responsabilités. En ce moment-là, les choses vont changer. Donc, je voulais répondre à votre question pour dire quelles sont nos responsabilités de ce que vous m'avez donné comme nom. Il y a un autre qui dort ici. Depuis qu'il est venu là aux Nations Unies, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien à faire. Rien. Il va finir, vous allez apprendre que non, il a fini son mandat. On a su qu'il était venu. Après ça, on ne sait pas. C'est comme ça, c'est la récompense des réseaux. C'est tout. Celui qui est au premier ministère, John Gotti, il va finir de faire son one-man show. Il va partir aussi. Celui qui est à l'administration territoriale, à Tanganji, il va finir, il va partir aussi. Dans tout ça, le peuple se meurt. C'est tout. Ils sont anglophones de parole. Ils sont camerounais de parole. Ils sont francophones de parole. Ils sont camerounais de parole. Dans l'action, Wallo, ils ont tué le football, ils ont tué le hand, ils ont tué l'athlétisme, ils ont tué la sécurité, ils ont tué l'armée, ils ont tué la police, ils ont tout tué pour venir vivre aux États-Unis, pour aller vivre en France, pour aller vivre dans les pays voisins, mais ils critiquent les autres, ils sont incapables de faire chez eux. Ça va finir. Nous allons nous battre pour que ça finisse. Les meilleurs des Camerounais sortiront d'entre vous, les souverains. Je vous ai appelé, vous êtes les souverains. Oui, monsieur. Vous allez donc travailler pour démontrer que nous tous là, nous avons échoué. Les meilleurs libéreront le Cameroun. Pas les waya qui sont dans les réseaux sociaux, qui racontent leur vie comme je raconte la mienne ici. C'est à vous de faire la différence. Il est temps de le faire. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises, comme ceux qui m'ont posé la question, et les Camerounais que vous êtes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous, dans son domaine respectif, qui que tu sois, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, chacun dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Donald Trump n'a pas fait la magie. Pragmatique, objectif, réaliste. Il a l'amour de la patrie. Il n'a rien d'autre. L'amour de la patrie et de l'humain. Alors il faut que tu retiennes ça. S'il y a quelqu'un qui déteste les Noirs dans ce pays, c'est nous les Noirs qui détestons les Noirs. Ce n'est pas Trump. Trump fait ce qu'il a à faire dans son pays. Oui, monsieur. Il fait ce qu'il a à faire pour son pays et dans son pays. Nous autres, nous nous contentons d'être ici, de prendre des métros qui ont été faits par ce pays, de prendre des trains et de commenter la vie des autres. Alors moi, je compte sur toi pour que ça change dans notre pays.
Je compte sur toi. Si tu peux compter sur moi, appelle-moi, tu me le dis aussi. Et qu'ensemble, qu'on se mette et qu'on fasse ce qu'il y a à faire. Alors, j'ai posé la question à toi qui es en France. Quand est-ce que vous vous êtes assis quelque part pour désigner une personne que vous sentez meilleure parmi vous, une seule? Faites cette expérience-là, vous allez voir comment les Camerounais sont méchants. Réunissez-vous dans un quartier camerounais en France et choisissez un seul qui va vous représenter. Et que vous vous retrouvez dans les 20 arrondissements français avec 20 Camerounais. Et parmi les 20 Camerounais, ils vont élire un seul qui parlera à leur nom quelque part. Et vous faites la même chose au Canada. Vous faites la même chose au Cameroun. Vous faites la même chose en Espagne. Même ceux qui tombent dans les forêts. Les Camerounais seront incapables de trouver un Camerounais pour les représenter. Parce que Biya les a éduqués dans le tribalisme, dans la jalousie et la méchanceté. Alors ceux qui changeront du Cameroun, c'est ceux qui seront au-dessus de ceux-là et de ce comportement et qui ont vraiment les couilles pour dire voilà, enough is enough. Il est donc temps qu'on prenne la route. Ne compte sur personne qui va te valoriser, compte sur les valeurs que tu représentes pour ton pays, sans distinction de religion, de région, ni de sexe. Et c'est ceux-là qui changeront le Cameroun. N'attends pas que quelqu'un te lève, parce qu'on trouvera toujours quelque chose à te reprocher, pour ne pas t'encourager. Alors sors de ces rangs-là, fais ce que tu as fait pour l'amour de ton pays, fais comme Trump. Est-ce que le président Trump est parfait? Non, jamais il ne le sera. Mais il a choisi d'exprimer ce qu'il pense. Et ceux qui se reconnaissent dans son combat ont suivi. Les milliardaires, les pauvres, les chrétiens, les religieux, les handicapés, les militaires, les policiers. Chacun a trouvé son chemin. Il a été élu. Alors c'est à ton tour de lever celui qui peut représenter tes valeurs. J'ai dit, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui suivaient les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé, que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il peut aller chercher, non? On peut aller chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demande de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Biya a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tanga tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse.
L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé, a donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites, un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Mengue, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tendre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Mengue vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, là, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Moi, je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans. Hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous voulez pas que votre père occupe le poste? Laissez-moi continuer. Moi je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Oui. Comme mon propre père en l'occurrence, mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Oui. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer, d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes nationaux de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi ce genre de système ne m'intéresse pas, parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà.